Bonsoir, soyez les bienvenus à BPA en direct. C'est la nouvelle plateforme de la consultation de prévention des accidents. Nous sommes en direct du studio de Berne, chez vous à domicile. Il y a une traduction simultanée en français pour ceux qui en ont besoin sur le deuxième canal. Live. Nous vous remercions d'être parmi nous aujourd'hui et vous souhaitons beaucoup de plaisir. Nos experts vont s'exprimer en suisse allemand. En sélectionnant le deuxième canal audio, vous aurez la possibilité de suivre la discussion en français. Benvenuti a UPI Live. Vi ringraziamo per esservi uniti a noi oggi e vi auguriamo un buon divertimento. I nostri esperti parleranno in svizzero-tedesco. Selezionando il secondo canale audio potrete seguire la discussione in francese come preferite. Qu'est-ce que c'est BPA en direct? Eh bien, c'est un format en ligne. Vous êtes guetté par une mixité entre la thésaurisation du savoir, une table ronde avec des spécialistes, et aussi beaucoup de bons tuyaux pour prévenir les accidents. En pratique, BPA en direct est une plateforme que nous mettons à contribution pour propager des discussions de prévention et pour témoigner d'expériences de la pratique à ciel découvert et en dehors des studios de télévision. BPA en direct viendra plusieurs fois par année. Les thèmes peuvent être d'obédience sportive, mais les thèmes peuvent aussi parler des accidents routiers, ou on peut aussi discuter dans les ménages et dans les loisirs en matière d'accidents. Comme la kyrielle des thèmes est extrêmement large, d'autres experts seront de la partie. Celles et ceux parmi vous qui regarderont plusieurs de ces BPA en direct feront connaissance d'expertes et d'experts très protéiformes du BPA et de nos associations et structures de partenaires. Voilà en guise d'introduction, le coup d'envoi est marqué par rapport à la thématique. Il a neigé dans nos belles Alpes de neige jusqu'en plaine, mais surtout en montagne, donc on peut faire des parties de luge. C'est à la une de l'actualité, mais malheureusement les accidents sont aussi très nombreux. Plus de 6000 personnes ont été accidentées après la dernière saison d'hiver. Comment peut-on luger sans s'accidenter? On va en discuter avec mes deux invités, que je souhaite la bienvenue. Romano Pariarola, il travaille auprès de Remontées Mécaniques Suisse. Il y est le responsable du guichet de consultation sécurité. À côté de lui, Bénédicte Terre, il est expert en sport d'hiver auprès de la BPA. C'est un expert conseil en matière de sport de neige, entre autres en matière des installations, infrastructures de luge et de traîneaux. Bénédicte et Romano, tous deux, vous participiez à la publication qui fait date et référence, la documentation BPA, infrastructure de luge. Vous l'avez en français, en allemand et en italien. Et cela est frais et moulu, mais ça fait déjà date et référence. Bénédicte, la première question s'adresse à toi. Tu es un des principaux auteurs quand il est question d'infrastructures de luge, comme c'est le cas ici. Eh bien, qu'est-ce qui fait partie de ces installations luge? C'est très protéiforme, c'est une pente où les gens pratiquent du bob. Cela peut être une piste de luge, un chemin de luge qui est marqué, qui subit d'une signalétique. On peut aussi luger donc auprès de Dame Nature, mais des installations, des infrastructures documentées, là, il s'agit qu'il y a un exploitant qui gère cette offre, qui l'entretient, qui la met à disposition à un public plus large. Donc, en quelque sorte, les vraies luges, les vraies voies de luge, les vrais parcs, oui, les officiels, où on paye peut-être aussi une petite finance d'entrée ou une finance de transport. En contrepartie, on a donc une bonne installation pour pratiquer le sport. Il y en a de plus en plus de ces infrastructures. On l'a vu d'ailleurs dans beaucoup de destinations de ski. On peut aussi luger. Moi-même, j'ai visité plusieurs de ces destinations et c'était assez difficile pour moi, presque un peu dangereux, très décliné, très glacé, très raide, escarpé. Ailleurs, c'est plutôt plat, très simple et parfois presque un peu ennuyeux. Eh bien, il y a une énorme distance entre ces différentes installations. Oui, c'est le cas. Ça va de quitte au double, pour le dire ainsi.
Et cela, d'ailleurs, on a essayé de le documenter dans la documentation que tu viens de présenter. On a défini des degrés de gravité ou de difficulté, si bien que, à l'attention des clients, on peut donc dire, eh bien, qu'est-ce qu'il attend et comment je le réalise comme lugeur occasionnel, comme nous le sommes dans la grande majorité, à quoi je vais donc m'apprêter si j'ai une journée devant moi que je choisis. Tiens, c'est une piste qui a plutôt fière allure. Comment est-ce que je vois le degré de gravité ou de difficulté? Très différemment, il y a donc des destinations qui ont un beau site Internet, qui informent un peu du tout, et on peut donc vraiment dans le détail lire ces pistes et ces lus et ces parc. Parfois, il faut le vivre directement et on voit peut-être qu'il y a certains endroits qui étaient plus compliqués et que cela n'aurait pas correspondu à mes propres exigences. Dans la documentation spécifique, on peut lire, le BPA et ses partenaires proposent eh bien qu'on applique ce système des pistes de ski bleu, rouge, noir, ces degrés de difficulté, qu'on le reprenne aussi pour les pistes de luge. Est-ce que cela peut fonctionner selon toi? Qu'est-ce que c'est qu'une piste de luge bleue, par exemple? Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, d'une part, ce sont de nouveaux degrés de difficulté. C'est pas identique comme à la piste. On a des degrés de difficulté qui ont été définis, mais pour les luges, pour de telles infrastructures, pas pour du ski alpin, et c'est différent du ski alpin. On a repris toutefois le système chromatique, donc bleu, c'est pour simple, rouge pour moyen, et noir pour très exigeant, très grave. D'ailleurs, ce système, on le connaît avec ses feux, et ce sont autant de balises d'orientation pour les touristes, pour les hôtes d'une destination. C'est donc la voie ou la piste qui me conviendra. Mais il y a aussi une signalétique supplémentaire. Jusqu'à présent, on marque un chemin de luge bleu-violet, cela reste. Les autres trois couleurs sont donc une prestation complémentaire de marquage. Romano Pagliarola, comment aujourd'hui les exploitants vont signaler le degré de difficulté de leurs pistes de luge et de leurs infrastructures? Y a-t-il des systèmes? D'abord, il faut dire que beaucoup d'exploitations ont une voie de luge, pas besoin donc de garantir une signalétique. Les entreprises qui, par exemple, ont 2 ou 3 pistes rien que pour les luges, jusqu'à présent, ils ont essayé de rendre attentif leur clientèle à quel degré de difficulté ils s'apprêtent et en partie, ils ont aussi pris le bleu, le rouge et le noir, bien que tel n'était pas prévu par les directives officielles. Mais il faut donc un certain processus jusqu'à ce que la branche s'accoutume à cela, parce que cette brochure sort donc de l'imprimerie et il faut un certain temps jusqu'à ce que les entreprises s'y conforment s'ils gèrent plusieurs voies ou pistes de luge de la voie et cette documentation fait preuve d'une bonne description. Que fait un exploitant s'il nous regarde à l'heure actuelle se dit « Tiens, c'est une bonne chose, ce genre de signalétique, ce qui me faisait défaut aussi dans ma destination, je le fais pour la prochaine saison avec ces couleurs. » Que peut-elle faire cette personne concrètement parlant? Eh bien, tout d'abord, il y a la documentation dont il est question, où on décrit dans le détail à quoi riment ces différents degrés de difficulté. Les exploitants ont aussi la possibilité, par le guichet sécurité, des remontées mécaniques ou de s'adresser aussi à la BPA. Tant le BPA que remontées mécaniques prêtent conseil ou font des contrôles périodiques dans leur destination en ne regardant tant les pistes de ski que les pistes de luge. Donc là, il y a toute une panoplie de prestations. Cette consultation est donc disponible et les données. Et par exemple, pour la prochaine saison, cela suffirait. Oui, cela suffirait aisément. Très bien. Eh bien, lorsqu'on fait une partie de luge, il s'agit de la neige. On le sait, pour ceux qui font du ski, il y a évidemment des tracks qui préparent les pistes toute la nuit. Qu'en est-il des pistes de luge? Comment va-t-on préparer les pistes? De toute façon, eh bien, c'est donc le territoire qui est déterminant. Si le fond est relativement dur, il faudrait trouver donc une petite route, une sente vicinale ou un chemin de bosquet. Donc, il faut que ce soit donc une piste assez damée. On peut faire aussi avec de la neige artificielle si on veut que ça dure. Eh bien, vous savez qu'en cours de journée, il y a donc des bosses ou des éléments en creux. Donc, il faut avoir une piste très solidifiée. C'est important. Damer, solidifié peut peut-être aussi se traduire par du verglas, voire
extrêmement glacé ou peut-être les luges deviendront imprévisibles. Que peut-on faire comme exploitant si on sait que la glaciation nous menace en quelque sorte? Eh bien, il faut faire la distinction si c'était comme ces derniers temps très peu de neige. Par exemple, si sur une route alpine, vous avez uniquement une couche de glace, alors on ne peut pas faire une préparation par manque de neige et il est difficile de garantir un bon entretien. Donc, ce n'est plus à responsabiliser peut-être, alors il faudrait peut-être bannir ou fermer une telle voie. Et si en cours de journée, cela s'améliore, eh bien, c'est le contrôle itératif de chaque service, d'analyser la situation des intervalles serrés, de rajouter un peu de neige artificielle. Au printemps, par exemple, si pendant la nuit, eh bien, la piste est devenue dure, qu'elle est très rapide, eh bien, on l'ouvre uniquement si donc le soleil aura fait son travail et qu'il y aura un ramollissement de la glace. Donc, on a quelques moyens pour corriger le tir de façon prémative. N'y a-t-il pas le danger que d'aucuns de ces exploitants, eh bien, ne vont peut-être pas vraiment bloquer des pistes parce que cela pourrait fâcher les touristes? Non, je crois que c'est un sens de responsabilité qu'il faut implorer. Après tout, c'est la sécurité qui est aussi un atout commercial et pas seulement humain et sanitaire pour les exploitants. Donc, il faut éviter des accidents gravissimes, ce serait dramatique pour tout le monde. Donc, bien préparer la totalité des endroits, aussi donc les endroits très raides, très escarpés. Bénédictaire, j'avais lu dans la documentation spécifique que le danger d'accident augmente si les pistes sont très escarpées, très raides. Qu'est-ce que c'est le problème de ces pistes-là? Eh bien, c'est difficile de freiner quand c'est extrêmement raide. Quand on luge sur un raidillon, il y a une certaine inclinaison où cela devient difficile de freiner ou de faire des pressions de freinage avec ses chaussures ou ses baskets. Et cela prive le lugeur de contrôle, peut engendrer les accidents. À part le contrôle et l'accident, cela veut dire qu'on peut chuter. Non, pas forcément qu'on peut chuter, mais bon, qu'on peut peut-être, oui, chuter avec la luge. Ou cela entraîne des collisions peut-être aussi. Le cas échéant, bien sûr qu'on ne l'espère pas, eh bien, on est quand même dans une telle piste en train de battre la campagne en pleine nature, dans un bosquet ou en pleine nature, et c'est négatif si on perd le contrôle de son engin. Il est difficile de définir quelle est la distinction entre raide et très escarpé, trop escarpé. Comment définir cela? Eh bien, nous avons des directives qui définissent cela. Et si donc on est en train d'installer une telle infrastructure, il ne faudrait pas faire une inclinaison qui serait pire que 15 degrés. Ceux qui existent, tant pis, alors on les laisse, mais il faut le signaler. Et pour de nouvelles installations, pas dépenser des inclinaisons de plus de 15%. Dans la documentation, on parle de cela et en mettant à disposition un écriteau que les exploitants peuvent donc utiliser pour marquer ces pistes très raides ou très escarpées. Tout à l'heure, on parlait donc de pistes rouges, bleues et noires. Comment il faudrait donc les signaler? Un endroit très raide. Eh bien, j'imagine qu'il n'a rien à faire dans une piste bleue. Tout à fait raison, tout à fait d'accord. Donc, c'est toujours noir, alors quand c'est hyper raide, pas automatiquement, quand il est question de toute une piste, il faut aussi faire une pondération des circonstances sur place. Si on n'a pas défini quelle doit être la longueur d'un tel tronçon, si c'est très bref, c'est encore assimilable. Tout dépend de savoir comment la piste se poursuit-elle. Là, l'exploitant a une certaine liberté de déterminer le degré de gravité ou de difficulté en fonction de cette piste. Donc, si il y a peut-être pour 2-3 mètres petite onde et qui est plus de 15 degrés, pas besoin de déclarer cela comme piste noire. Regardez la singularité de l'instant, mais aussi de la totalité. Romano, c'est à vous, il n'y a pas seulement des endroits raides, il y a aussi des croisements ou des bifurcations carrément. Eh bien, la question très naïve, pourquoi beaucoup de voies de luge se croisent ou se bifurquent avec des routes, avec des sentes, etc. Ma foi, si vous regardez nos destinations de sport, on commence auprès de la station vallée et vous avez donc une voie qui mène directement donc à la remontée ou au téléski et parfois cela se croise soit avec une randonnée, soit avec une piste de luge. Ça, c'est incontournable, ça, c'est une donne constante, dirais-je. Que doit-il faire l'exploitant quand il voit qu'il a un tel croisement, une telle bifurcation sur ma voie de luge? J'ai un drôle de sentiment, mais je dois composer avec. Alors,
Qu'est-ce qui est important dans une telle circonstance pour l'exploitant? Mesures de construction ou de cotel sécuritaire? Quels sont les points à retenir? Eh bien, tout dépend de savoir comment vous avez structuré votre piste. Est-ce que c'est un croisement qui est synoptique? Est-ce qu'il ne l'est pas? S'il n'est pas à superviser, il faut travailler donc avec des chicanes. Et si c'est synoptique, il faut quand même dire aux sportifs de ski, attention, il y a un croisement, tu risques de te faire heurter par une luge et vice-versa. Et celui qui emprunte avec sa luge, il faut l'avertir, attention, il y aura un croisement avec une piste de ski alpin. Donc, il faut tenir compte aussi de ces avertissements qui sont aussi une injonction légale. On ne peut pas seulement parler du bon sens ou de sa responsabilité propre, il faut aussi diriger les gens avec de telles mesures, de tels écriteaux. Tout dépend bien sûr du caractère accidenté ou raide du territoire. Plus c'est raide, plus il faut travailler avec des chicanes pour ralentir la vitesse, c'est ce qui est déterminant. Si nous avons des croisements avec des pistes de ski alpin, il faut dire au lugeur qu'il ne peut pas pénétrer sur la piste de ski comme si de rien n'était pour lui démontrer, voici sur cette piste, tu ne peux pas faire ta partie de luge. Imagine si donc on est en train de pénétrer d'une voie de luge sur une piste de ski rouge, cela pourrait faire un terrible accident. Donc, il faut faire une bonne signalétique et si le lugeur va au-delà de sa piste, il faut lui dire attention, tu es toujours sur une liste de ski, fais gaffe et essaye de regagner le plus tôt possible ta piste de luge. Quand il y a croisement avec une route, que faut-il prendre en considération? Eh bien, le potentiel de danger est encore plus grand si c'est une circulation régulière. Une route très carrossée, eh bien, il faudrait peut-être refréner le lugeur par une chicane, qu'il peut donc traverser cette route et qu'il se remet sur sa luge dès qu'il aura fait le croisement. Des chicanes doivent être signalées. C'est sans doute la règle d'or dans ce domaine en matière de croisement, de bifurcation, de tout acabit. C'est un grand défi, installer de telles chicanes, de tels ralentisseurs. C'est pas une sinécure. Il y a un autre cas qui peut être encore plus fréquent. Dans nos belles Alpes de neige, il y a aussi des randonnées d'hiver. Il y a des randonnées pour des touristes qui ont des baskets. Souvent, cela longe la piste de luge. C'est quasi identique parfois. Est-ce que cela est censé que cela soit identique parfois? À Bénédicte, peut-être tout d'abord, cette question. Ce sont des raisons pratiques pourquoi c'est ainsi structuré, mais notamment pour des lugeurs, si donc il y a une situation où plusieurs sportifs avec des vitesses différentes battent la campagne, eh bien, il y a donc un danger qui naît de façon quasi naturelle. Et là, nous recommandons de façon très forte, autant que faire se peut, eh bien, de séparer les différentes disciplines sportives. Si territorialement, c'est pas possible, alors faire preuve d'une bonne signalétique, à savoir que les sportifs soient conscients ce qui les guette s'ils s'engagent dans un tel tronçon. Est-ce que cela augmente la difficulté du lugeur ou d'une piste de luge s'il y a donc un usage polyvalent de plusieurs groupes? Tout à fait, oui, tout à fait. C'est pourquoi nous disons que, autant que faire se peut, il faudrait séparer ces voies. Et si on signale une voie de luge avec la couleur bleue, eh bien, il faudrait qu'il n'y ait que des luges en exclusivité. Bon, si c'est inévitable, on peut faire de petites exceptions, mais il faut que cela soit très, très limité territorialement. Si vous avez des services de fournisseurs, parce qu'il y a un hôtel à proximité et qu'une voiture pourrait emprunter une telle voie de luge, alors là, on plaisante plus, on rigole plus, alors ce ne sera pas une voie bleue, parce qu'un enfant qui commence à luger, qui n'a aucune expérience et qui vient à la rencontre, par exemple, d'une voiture ou d'une camionnette, comment voulez-vous que ce gosse puisse estimer les risques? Et cela pourrait donc entraîner de véritables drames, des choses, je dirais, à éviter autant que faire se peut, pour éviter une catastrophe humaine. J'avais lu que notamment auprès des descentes vers les vallées, il y a beaucoup de groupes qui précisément se regroupent. Il y a des skieurs, il y a des planchistes. Toutes les personnes qui veulent dévaler, il y a une seule voie pour rejoindre leur hôtel, par exemple. Eh bien, comment peut-on assister les exploitants qui ont donc, en quelque sorte, les lugeurs là où tous les autres sont aussi? Comment traiter de cela dans la pratique?
très difficile, hein, très difficile si on s'imagine qu'en certains endroits, il n'y a qu'une seule descente où on croise en quelque sorte une route pour regagner la vallée. Il n'y a aucune possibilité de découpler. Eh bien, si c'est pas trop raide, on peut le faire à travers un petit tronçon avec un usage polyvalent, mais il ne faudrait pas que toute la piste soit ainsi polyvalente, où vous avez donc le lugeur, le ski alpin, le planchiste et d'autres sportifs. Donc, découpler autant que faire se peut, mais c'est difficile, surtout dans les descentes vers les stations de la vallée. J'aimerais changer de perspective, messieurs. Nous avons discuté maintenant ce que peuvent faire les exploitants pour la sécurité de leur clientèle. Ils peuvent le lire dans la documentation à laquelle je fais référence. Mais les lugeurs et les lugeuses, que peuvent-elles faire s'ils veulent impacter pour le baisser le risque d'accident? On va en discuter aussi. Nous commençons peut-être avant le fait de luger. Les préparatifs, que peut-on faire dans les préparatifs? Que faut-il prendre en considération? Eh bien, on peut s'informer tout d'abord. Où est-ce que je vais? De quel acabit est cette destination? Je peux téléphoner à l'Office du tourisme si cette piste de luge correspond à mes exigences. D'une part, d'autre part, être bien équipé, avoir le bon matos sur homme quand on s'y rend dans cette destination. Est-ce que j'ai les bonnes chaussures? Est-ce que j'ai aussi mon casque? Est-ce que j'ai aussi, en quelque sorte, mes genouillères, le cas échéant, pour éviter aussi des chutes? Est-ce que j'ai la bonne luge aussi, hein? Allons point par point peut-être. La bonne luge, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut différencier un tout petit peu. Donc, il y a plusieurs infrastructures de luge. Il y a aussi plusieurs véhicules qui s'approprient. Le bob est une bonne histoire avec de la neige molle, mais ne fonctionne pas du tout quand c'est raide et quand c'est glacé, force est de constater. Et notamment pour ce qui est donc des pistes damées, des pistes préparées, des chemins, eh bien, on recommande une espèce de traîneau. Un traîneau, c'est en quelque sorte un développement de notre luge de Davos, de Grindelwald. Ce sont donc deux modèles que vous connaissez. Ce sont donc des véhicules relativement rigides de transport. En tant que Suisse, on a appris à luger comme ça. Et le traîneau est recommandé parce que c'est une construction qui est plus mobile et avec un peu d'exercice. C'est pas une évidence pour tout le monde, mais avec un peu d'entraînement, si on se préoccupe de technique, eh bien, très rapidement, on peut gérer cet engin et on peut aussi l'utiliser pour des fonds très durs et très damés. C'est à domicile uniquement, entre guillemets, vous avez donc une vieille luge Davos et un bob, il faudrait peut-être louer un de vos engins modernes. Oui, faites une location peut-être pour voir si vous y prenez goût et vous réalisez que cela peut être très ludique si vous avez un engin qui est beaucoup plus mobile, qui est aussi plus pilotable et qu'on n'est pas dans l'obligation toujours de freiner avec les deux pannards, si vous me passez l'expression. Et c'est ainsi qu'on va davantage en profiter. Oui, ce sera une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Après la luge, parlons des chaussures, des godasses. C'est très important, les souliers. Les souliers, les bottes, c'est très important. Il faut freiner tôt ou tard. Il faut faire preuve de bonne pression de freinage. Donc, il faut avoir autant de semelles solides. Et là, il y a plusieurs facteurs. D'une part, on a besoin donc d'une semelle qui est haptique dans la neige. D'autre part, il est indispensable qu'on protège la cheville parce que cela peut se heurter à des coups. Parfois, c'est un peu escarpé, parfois, c'est accidenté. La qualité de neige est variable, donc des godasses solides, c'est une leçon d'or qu'il convient d'honorer, à mon avis. On lit souvent, donc, la bonne godasse avec le bon profil, à elle seule ne suffit pas. PPA propose des aides de freinage. Qu'est-ce que c'est des aides de freinage? Une aide de freinage, c'est une semelle complémentaire que l'on met à l'extérieur de la chaussure. Donc, il y a un profil avec des éléments métalliques. Dans le domaine aussi du talon, c'est bien que là, sur une neige très glacée, on peut freiner avec efficience. Est-ce qu'on utilise de telles pressions de freinage? Est-ce qu'on les voit souvent? Est-ce qu'on peut les louer aussi? Bien, je crois un certain instant jusqu'à ce que les consciences soient affûtées en la matière. On le voit de plus en plus, mais ce n'est pas encore généralisé, que cela soit standardisé. Là, nous sommes encore à des lieux. Les casques, eh bien, ont augmenté de véritables ohms, parfois même. Donc, c'est réjouissant que cette protection
que sont les casques bien propagés. Bénédicte, quels sont les casques qui sont recommandés? Est-ce que c'est un casque de ski qui est extrêmement cher si on n'est pas skieur, par exemple? Non, ce n'est pas nécessaire que ce soit un casque de ski. On a fait une étude scientifique en la matière, peut-être un casque vélo, peut-être aussi un casque de planche en matière d'effet protecteur. C'est carrément du kiff-kiff bourricot, c'est assez utile. Et quel que soit le casque que vous coiffez, l'essentiel, c'est que vous en coiffiez. Si on n'a qu'un casque vélo, on peut aussi encore mettre un bon bonnet et là, on a déjà une protection supplémentaire. J'ai vu quelqu'un qui lugeait donc avec les carapaces de dos. Est-ce que j'aurais jamais eu l'idée quant à moi-même, mais j'ai lu dans la littérature spécifique qui sont publiées par le BPA et par d'autres organisations, on recommande qu'il y ait une carapace pour protéger le dos. Pourquoi y a-t-il cette recommandation? Eh bien oui, cette carapace est tout à fait recommandée pour une raison qui est assez normale. Très longtemps, on ne connaissait pas les lésions des lugeurs, les blessures. Est-ce que c'est par éjection? Est-ce que c'est une chute traditionnelle? Et la carapace dorsale n'a pas ces effets dans tous les cas. Tout dépend de la situation. Mais si c'est en quelque sorte une éjection ou si vous avez un problème de colonne vertébrale, eh bien, cette carapace, à elle, ne suffira pas. Les Autrichiens, qui parfois sont futés en la matière, viennent de publier une nouvelle étude. Et là, il y a donc un constat sans appel. Il y a beaucoup de blessures dorsales par collision, donc il y a donc des collisions entre plusieurs luges lugeurs au détriment du dos. Et là, un protecteur dorsal serait vraiment de mise. C'est pourquoi nous recommandons de l'appliquer de façon très conséquente. Ça sonne très raisonnablement. Pourquoi, Romano, il y a beaucoup de lugeurs qui entrent en choc? Est-ce que cela est une question comportementale des personnes qui se meuvent sur les infrastructures luges? Si on est bien équipé, qu'on commence à luger, eh bien, qu'est-ce qu'on peut régler dans son propre comportement? Sur quoi faut-il jeter son dévolu, de gré ou de force? Eh bien, je pense que c'est une question de regroupement, on veut se regrouper, et si on n'a pas assez de distance, c'est comme sur l'autoroute, il y a parfois des carambolages, et surtout, c'est aussi un problème de croisement et de virage. Il y a beaucoup de lugeurs qui ne savent pas maîtriser des virages, on le voit dans les statistiques d'accidents, la plupart des accidents se font dans les virages, donc il faudrait s'entraîner pour maîtriser le virage. Alors on doit s'immobiliser, peut-être faut-il s'arrêter, faut-il sortir de la piste et après, on reprend la route. Donc, un problème de changement de direction. Faire la pause en plein virage, est-ce que cela se fait? Eh bien, si vous allez voir, partout où il y a des changements de virage, surtout dans les endroits où vous avez des changements de direction assez profonds, souvent on s'immobilise parce qu'il faut donc en quelque sorte descendre de la luge, changer de direction et tout le monde se regroupe dans ces virages. Chose à éviter, ce genre d'attroupement, j'ai compris, mais y a-t-il encore d'autres règles pour bien luger? Par exemple, dépasser, vitesse, qu'en est-il, ralentissement? Eh bien, il faut sortir de la piste quand il y a un accident, ralentir par définition, et notamment, eh bien, aborder les virages à ce qu'on les maîtrise et qu'on peut faire quelque chose avec le côté latéral, et bien que la déclivité est plutôt vers l'interne, si bien que les virages qui sont difficiles, on peut donc là déjà, en matière de construction de la luge, dégoter beaucoup de choses. Les personnes qui lugent, eh bien très rapidement atteignent des vitesses assez appréciables, 45 km à l'heure. On l'a découvert dans une étude BPA. Donc cela, avec la construction de la luge et en s'entraînant de maîtriser les virages, on peut ralentir cela. Le défi principal, c'est bien sûr l'infrastructure qui est peu enneigée, comme c'était le cas cet hiver. Il faudrait faire des voies de façon telle qu'on puisse maîtriser le virage. C'est plus compliqué s'il y a peu de neige. Et s'il y a beaucoup de neige, quand il y a déjà des rebords, que la neige a conditionné, alors là, c'est moins dangereux. C'est un manque de neige, c'est cela le grand défi, maîtriser les virages s'il y a très peu de neige. Voilà pour le comportement, pour le rôle comportemental des lugeurs, qui est tout aussi important. Retour peut-être au phénomène infrastructure de luge à titre général. Bénédicte, si on voit ce qui s'est passé il y a 10, 15 ou 20 ans,
dans les destinations touristiques hivernales suisses. Je dirais que la luge aujourd'hui est tout à fait en efflorescence. Il y a 20 ans, on n'en était pas là encore. C'est juste? Non, je crois que cette impression ne trompe pas. L'UG, c'est une discipline sportive les plus passionnantes, une des toutes premières disciplines sportives dans le cas de l'hiver. Par la suite, le ski olympique l'a un peu dépassé, mais aussi l'UG est devenue discipline olympique. C'était toujours présent, mais les phases étaient très variables. Popularité ou moins de popularité. Souvent donc, le ski alpin, même le ski de fond avait dépassé les luges. Pendant un certain temps, on parlait que de skier ou de planchiste et nous avons une renaissance de la luge et du traîneau. On n'aura pas les chiffres aussi exorbitants que les skieurs, mais la luge augmente en qualité comme en quantité. On le voit à travers les offres qui sont créées, mais on le constate hélas aussi par les chiffres d'accidents. Une autre situation, je me souviens, eh bien, quand j'étais gamin, j'étais au camp de ski. On disait qui peut faire du ski, vous faites du ski. Les premiers planchistes commençaient. Qu'en est-il des lugeurs? Est-ce que c'est un sujet dans les camps de ski ou est-ce qu'on sous-estime la luge aussi dans son caractère périlleux? Donc, je pense que quand tu étais gamin, tu avais aussi fait des camps de ski. Alors là, on allait faire la luge quand on skiait pas. Donc, tout le monde peut luger. Je l'ai vécu moi-même, mais j'ai jamais lugé parce que je pouvais déjà faire du ski. C'était mon avantage. Mais oui, normalement, ceux qui ne skient pas, c'est un peu les va-nu-pieds. Alors, on les délègue à la luge parce que luger, tout le monde le peut. Et parfois, cela regroupait des personnes qui lugeaient, qui avaient peu d'expérience en la matière et qui avaient aussi sous-estimé les enjeux et les dangers qui auraient pu les guetter, ce qui augmentait le risque d'accident parce qu'ils n'étaient pas du tout au fait de la matière dont ils ignoraient à peu près tout. Est-ce que c'est toujours comme ça que les gens commencent à luger qui, ma foi, ne font rien d'autre? C'est toujours comme ça? C'est souvent comme ça encore, étant donné que la luge reprend en matière de popularité. Il y a de nouveaux groupes de personnes qui découvrent cela. Sont-ils bien informés? Bon, de nos jours, on dit qu'on est une société de communication. Peut-être vont-ils mieux se préparer qu'ils ne l'ont fait il y a maintenant 30 ans. Aujourd'hui, théoriquement, ils ont toutes les informations à leur disposition. Vont-ils l'utiliser? C'est une autre chose. Mais tout dépend des circonstances et tout dépend des personnes. Oui, il faut quand même nourrir quelques réflexions et pas seulement dire ça va se passer très bien. Romano, en guise de conclusion, aujourd'hui, nous avons une tendance vers la luge. Où cette tendance va-t-elle mener? Comment la situation sera-t-elle d'ici 5 ou 10 ans? Encore plus d'amassement. Difficile à prédicter tout cela, mais au fil de ces 2 dernières années, aussi à travers la pandémie, mais oui, la pandémie y est pour quelque chose, eh bien, les sports d'hiver ont regagné en popularité pour sortir l'isolement de l'appartement et manifestement de faire du ski, de faire de la planche, de faire de la luge. Et comme le ski parfois est un peu trop cher pour l'équipement, le compromis peut être aussi qu'on va partir luger enfin, mais cette tendance ira s'intensifiant, se multipliant, et on le voit très bien depuis quelques années. Et l'infrastructure va-t-elle suivre cette évolution? Donc, grâce à votre documentation spécifique, je suis convaincu que l'infrastructure va s'améliorer, mais pour les exploitants, eh bien, le grand défi se traduit par une piste peu enneigée qui doit quand même être sûre et certaine dans la mesure du possible. Merci pour cette estimation. C'est un beau mot de clôture. Nous restons sur le qui-vive, Remontée mécanique suisse et le BPA. Un grand merci à vous deux, Romano Pagliarola et Bénédicter, d'avoir fait ce chassé-croisé de questions-réponses dans BPA en direct. C'est le premier BPA en direct. Une belle chose de faire partie d'une première. Mesdames et messieurs, très cher public, si vous avez des questions à Romano, à Bénédicte, eh bien, posez ces questions, pas maintenant, non pas en direct dans le cadre de cette émission, mais sous la fenêtre vidéo, il y a une adresse courriel de Bénédicte. Vous avez les coordonnées. À Romano, on va aussi transmettre les autres questions. Si vous avez des questions quant au BPA à titre général ou si vous voulez nous interroger sur un autre sujet, il vous sera loisible d'utiliser cette adresse courriel.
Ce qui se trouve sous votre vidéo, c'est un lien de téléchargement pour la documentation spécifique dans les 3 langues nationales, français, italien et même allemand. Et si vous avez des problèmes, faites un courriel, c'est si facile. L'UG, ne l'oublions jamais, doit être une source ludique pour qu'on ait un gaillard plaisir pour se faire penser à la sécurité. Si vous planifiez vous-même comme exploitant une infrastructure de luge, si vous en êtes responsable ou si vous lugez, on peut faire beaucoup de choses pour qu'il y ait moins d'accidents. Nous espérons que nos recommandations auront été utiles. En guise de conclusion, je vous prie de nous fournir une quittance. Vous pouvez nous critiquer pour le meilleur et pour le pire pour ce qui est du DPA en direct, ce qu'il faut maintenir. Vous pouvez le dire aussi. On se félicite d'une prochaine fois. J'espère avec vous, la date sera promulguée autant que la thématique. Bonne soirée, au revoir, portez-vous bien.